Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'émotion reste vive à Bois-Blanc, près de Lille, le 18 octobre dernier. Le corps d'une retraitée est retrouvé chez elle, tué de plusieurs coups de couteau. Son meurtrier présumé n'est pas vraiment un inconnu des services de police. Un mineur sans papier de 17 ans, atteint de troubles psychiatriques, interpellé, placé en détention provisoire. Il a mis fin à ses jours. Les proches de la victime ne décolèrent pas. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Victime d'une sauvagerie inouïe, Fabienne, l'infirmière en retraite, avait été frappée de 36 coups de couteau avant d'être égorgée par son agresseur. Quand le jeune sans-papier a été interpellé et écroué, la famille de la victime a découvert effarée que malgré 4 interpellations pour vol et violence dans l'est de la France, dans le nord et en région parisienne, 2 placements en psychiatrie, il s'était retrouvé dans la nature. Un véritable danger public hors de contrôle, selon Christine, la belle-sœur de Fabienne. Ce garçon n'aurait jamais dû pouvoir monter jusqu'à Lille, puisqu'il avait déjà été repéré par un problème psychiatrique, qu'il avait déjà été interné, entre guillemets, plusieurs jours à différents endroits. Il a été en garde à vue et on le laisse en liberté en toute impunité. Et ça, c'est une colère terrible. Et on se dit, mais jusqu'où ira-t-on ? Combien de morts faut-il pour qu'on réagisse ? Le suicide en prison du tueur présumé met fin à l'action publique, mais la famille de Fabienne entend maintenant demander des comptes aux structures d'accueil qui ont failli dans le suivi et le contrôle de ce jeune déséquilibré. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Allez Christine, que vous avez entendue de manière très brève dans le reportage de Lionel Gougelot, elle sera avec nous en longueur sur Europe 1 dans moins de 10 minutes. Passons maintenant à l'enquête sur l'attentat du pont de Bir Hakeim. On apprend que le djihadiste voulait s'en prendre à des juifs. Il voulait passer à l'action à proximité de l'ancien vélodrome d'hiver, théâtre de la rafle du Veldiv en juillet 1942. Il était mis en examen et placé à l'isolement en détention provisoire. L'exécutif taxé de laxisme et de manque d'autorité par l'opposition. Elisabeth Borne s'en défend ce matin dans Le Figaro. Longue interview de la Première ministre qui l'assure « Je suis prête à aller plus loin pour protéger les Français ». Aux États-Unis maintenant, le Congrès s'oppose toujours à la demande de rallonge budgétaire formulée par le président en faveur de l'Ukraine. Plus de 106 milliards de dollars d'aide supplémentaire, enveloppe destinée à la fois à l'Ukraine et à Israël, dont les besoins en munitions vont croissant. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les Républicains refusent de faire ce chèque. La tentation de l'isolationnisme coûterait beaucoup plus cher. C'est le message de Joe Biden aux partisans de Donald Trump. Oui, jusqu'à la dernière minute, le président américain a tenté de faire changer d'avis les sénateurs républicains en se disant ouverts à des compromis pour qu'une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars soit accordée à l'Ukraine. Peine perdue, les Républicains ne veulent pas la lui donner sans garantie que des fonds seront alloués à une vaste réforme de l'immigration. Un chantage dangereux selon le président américain. Le Congrès est sur le point d'exaucer le plus grand vœu de Poutine et de renoncer à notre position dans le monde. Si Poutine prend l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas là. Même si l'enjeu est global, c'est surtout devenu un point majeur de politique intérieure. Les Républicains refusent de continuer à payer pour l'Ukraine, qui a déjà reçu 111 milliards de dollars, alors même que leur base se sent de moins en moins concernée par une guerre longue et lointaine. Joe Biden est présenté comme le président et candidat qui fait passer les intérêts des Ukrainiens avant ceux des Américains en ne sécurisant pas leurs frontières. Un calcul dangereux, l'Ukraine pourrait se retrouver à court de ressources d'ici la fin de l'année, mais un calcul qui pourrait se révéler payant dans les urnes en novembre prochain. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Cette rallonge budgétaire, on l'a évoqué, elle est également destinée à alimenter l'armée israélienne en obus. Près de 300 cibles différentes traitées chaque jour. Intense bombardement sur Gaza, entrée des soldats de Tsahal au cœur de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. L'État hébreu affirme avoir à ce jour tué la moitié des commandants du Hamas. Une guerre contre le terrorisme toujours soutenue par une majorité de Français. Sondage Ipsos publié ce matin dans Le Figaro. 54% qualifient l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas d'acte terroriste. Témoignage bouleversant hier au procès de Monique Olivier, celui des parents d'Estelle Mouzin. Le corps de cette fillette de 9 ans disparue à Guermantes en 2003 n'a jamais été retrouvé. Monique Olivier assure toujours ne pas savoir où il se trouve. Hier à l'audience, la famille et les proches d'Estelle Mouzin ont raconté leur souffrance et leur remords. Jean-Baptiste Marty. Oui, cheveux courts, grisonnants, Suzanne Goldschmidt déclare la voix tremblante. J'ai commis une grave erreur, la laisser rentrer seule de l'école, je m'en voudrais toute ma vie. Elle se replonge dans ses souvenirs avec sa fille, mais la colère reprend vite le dessus et elle charge Monique Olivier. Elle aussi a tué ma fille, dites-nous où vous avez enterré Estelle. C'est la première fois que la mère s'exprime devant un tribunal. Puis vient le tour d'Éric Mouzin, le père de la fillette disparue. Main dans le dos, d'une voix posée, il en est convaincu. Monique Olivier a participé clairement aux enlèvements. Je l'imagine dans la tour de contrôle
contrôle avec son talkie-walkie attendant les retours de Fourniret, déclare-t-il devant le président. Les frères et sœurs d'Estelle Mouzin se succèdent ensuite à tour de rôle. Un moment aux allures de thérapie familiale pour Éric Mouzin. C'était aussi important que chacun dise ce qu'il avait à dire et de façon totalement libre. Il n'y a pas de comité de censure dans la production des documents. Chaque enfant a rédigé son texte de son côté. 20 ans après sa disparition, le corps d'Estelle Mouzin n'a jamais été retrouvé. Monique Olivier sera interrogée sur cette disparition vendredi. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. 8 mois de prison ferme pour outrage, peine prononcée par le tribunal correctionnel de Valence à l'encontre d'un homme de 33 ans coupable d'avoir menacé la maire de Romans-sur-Isère. Marie-Hélène Toraval sera d'ailleurs l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews ce matin à 8h10. Et puis c'est l'une des mesures phares du ministre de l'Éducation pour tenter de relever le niveau à l'école. Le brevet des collèges va changer de formule dès la rentrée prochaine. L'examen de fin de 3e conditionnera le passage au lycée. Échoué vous interdira l'inscription en seconde. Louise Salé, comment cette promesse d'exigence peut-elle se traduire concrètement ? Eh bien, dès juin prochain, fini les réunions d'harmonisation des notes entre correcteurs, ce qui revenait à les gonfler. Puis à partir de septembre, le contrôle continu prend moins de place. Ce ne sont plus de simples validations de compétences qui sont prises en compte, ce qui avait tendance à lisser les résultats, mais la moyenne de l'élève dans chaque discipline. Sébastien Plancheneau enseigne les maths au collège. On redonne une stabilité à cet examen national. Ça montre que le brevet est un diplôme de culture générale commun à tous les Français, quels qu'ils soient. Autre changement, pas de brevet, pas de passage en seconde, mais attention, ça chamboule le calendrier d'affectation dans les lycées, puisqu'il faut réétudier en juillet l'orientation d'un élève qui a échoué. Laurent Kaufmann, principal de collège du syndicat SGEN CFDT. Ça va poser de grosses difficultés techniques et obliger des services administratifs à travailler autrement. Ça risque de ne pas pouvoir se faire tel que le conçoit le ministre. Et à partir de 2025, pour tous ceux qui ont raté le brevet, 12% des 3e aujourd'hui, direction la classe prépa-lycée, une année intermédiaire avant la seconde pour rattraper le retard. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Et puis l'inquiétude plane sur l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Alors elle devrait se dérouler à Tahiti, sauf que la fameuse tour des juges est non conforme. La construction détruirait la barrière de corail. Cyril Lamoinerie, il faut tout refaire. Oui, les travaux de cette nouvelle tour des juges en aluminium et de 14 mètres de haut devaient débuter cette semaine à Tahiti. Mais les premiers essais techniques ne se sont pas passés comme prévu. La barge naviguant dans le sublime lagon de Teahupo a brisé du corail. Des associations de défense de l'environnement ont filmé la scène. Ils ont cassé du corail sur le passage. Tous là, regardez. Et suite à cet incident, les travaux de la nouvelle tour ont été suspendus. Tony Estanguet, qui devait se rendre sur place cette semaine, a annulé son déplacement, confirme une source locale. Interrogé par la chaîne de télévision TNTV, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, se demande désormais si l'épreuve de surf pourra se tenir à Tahiti. Il faut aller de l'avant et il faut chercher des solutions. Si au final il n'y a pas de solution, eh bien il faudra se poser la question de la pérennité des épreuves de surf à Teahupo. Le comité d'organisation de Paris 2024 joint par Europe 1 reste confiant, mais selon nos informations, si aucune solution n'est trouvée d'ici Noël, un plan B en métropole pourrait être activé. Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup Christophe Labarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter la transition écologique ?